Salut à tous, c'est Alain Chesfer et bienvenue dans ce nouvel avant-match. Donc je suis toujours assisté de mon ami Maxence. Bonsoir. On va préparer cette fois-ci le derby du Nord, le vrai, l'unique, contre Dunkerque. Dunkerque, équipe promue cette saison de Ligue 2 à National, qui a notamment changé d'entraîneur à l'intersaison. Ouais, en effet, puisqu'ils ont été chercher Fabien Mercadal. Donc de base, c'est un supporter du club qui a déjà entraîné le club il y a quelques années. Et ils ont fait appel à lui pour reprendre. Donc Mercadal, c'est un entraîneur un peu spécial, puisque c'est un entraîneur qui avait eu des bonnes expériences, si je me trompe pas, c'était avec le Paris FC. J'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est ça. Ouais, si c'est ça. Ouais. Et qui après être parti à Caen et à Bruges, et ben ça a pas très bien marché. Et là, il est de retour donc chez lui à Dunkerque, où il revient avec ses joueurs fétiches comme Malik Chokunte notamment. Une patte à la Olivier Guégan, quoi. Il ramène ses joueurs là où il va. Donc pour un peu présenter la dynamique de l'équipe, déjà il faut préciser qu'ils n'ont pas joué la semaine dernière puisqu'ils ont eu un cas positif de Covid qui les a empêchés de décoller de Paris. Du coup leur match contre Ajaccio a été reporté, mais sinon le début de saison était plus que correct avec une victoire notamment au Stadium de Toulouse. Bon, Toulouse qui n'est pas forcément l'ogre qu'on décrivait, mais quand même. Et ensuite un match nul arraché à domicile contre Clermont qui est une bonne équipe. Et à noter que lors de la préparation, Dunkerque n'a perdu qu'un seul match contre nous, 1-0 sur un but de Baptiste Guillaume, si je me souviens bien. Sinon, c'est une victoire 3-1 contre Boulogne, un match nul 2-2 contre Reims, un match 1 partout contre Chambly, un match 2 partout contre Quevilly, enfin une victoire 3-0 contre Saint-Omer. Mais Maxence, justement, tu me parlais de Chukwunte, etc. Est-ce que tu peux un peu nous décrire le 11 type de Dunkerque? Il me semble qu'il ne change pas trop selon les matchs et un peu les joueurs à surveiller et la manière dont joue cette équipe. Ouais, c'est ça, ils sont restés deux fois avec le même 11 type, avec des joueurs cadres. Je pense notamment à Arounassi, latéral gauche du club. Arounassi qui vient du Red Star justement et qui est un excellent joueur sur le plan athlétique, physique, il court très vite et il y a des qualités de défense assez exceptionnelles. On retrouve aussi Kérouche, le milieu de terrain, qui a des très bonnes qualités techniques. Dimitri Boudot qui est au club depuis maintenant 11 ans. Donc c'est vraiment un ancien et il a tout vécu avec Dunkerque. Et on retrouve le duo Chokunte Ketkeo Fomfon, donc Chokunte qui suit absolument partout Fabien Mercadal et qui est un joueur de foot très correct. En fait, le problème de Chokunte, c'est que certaines saisons lui ont pas été favorables, il a beaucoup eu du mal à se trouver, notamment à Caen. À Caen. Et Ketkeo Fomfon, bon, c'est un excellent joueur, un ancien de Ligue 1, notamment avec Angers, qui avait fait des très bonnes saisons. Donc le recrutement de Dunkerque est plutôt intéressant. Maintenant, il faut voir ce que ça donne sur le terrain, même si pour l'instant, ça marche plutôt très bien. Bon, j'ai une très mauvaise mémoire, donc j'ai oublié son nom, mais tu m'avais parlé d'un joueur, d'une recrue prometteuse au Mercato, mais qui s'était fait les croisés. C'était qui ça? Oui, c'était Kevin Rocheteau, qui venait justement d'être acheté par Dunkerque en provenance de Cholet, si je ne me trompe pas, et qui s'est malheureusement détruit directement en arrivant. Ouais, donc pour présenter plutôt maintenant le club de Dunkerque en lui-même, c'est un club qui, si je ne m'abuse, n'a jamais connu la première division, mais par contre qui en a passé 30 saisons d'affilée en Ligue 2 de 1966 à 1996, avoir un peu une descente aux échelons inférieurs et donc ce retour cette année. Et c'est une ville qui, je pense, vit plus pour son équipe de handball que son équipe de foot. Ça se voit notamment à la capacité d'accueil du stade Marcel Tribut, qui est un stade qui ressemble vraiment à un stade à l'ancienne comme on aime, mais qui ne peut accueillir que 3000 spectateurs à guichet fermé. Et donc, vous vous en doutez, ça a été un peu compliqué de trouver des archives de confrontation entre les deux équipes, puisqu'on ne s'est pas vraiment beaucoup croisé, sauf peut-être en Ligue 2 dans les années 90. Mais on peut citer, Maxence, est-ce que tu peux nous en parler, la victoire 3-1 en Coupe de France il y a 2 ans, il me semble? Ouais, bon, c'est une victoire 3 en Coupe de France. Bon, il y avait eu un boycott des ultras des deux côtés, on s'en souvient. Mais ouais, c'était un match de coupe. V avait gagné à domicile. C'était plutôt un beau match. Dunkerque avait montré des belles choses. Mais voilà, maintenant il faut voir s'ils vont continuer à les montrer encore cette année. Ouais, je me souviens que Dunkerque menait même 1-0 avant qu'il y ait un but de Mauricio sur penalty. Ensuite, c'était Roudet et Robaille qui avaient tué le match. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de rejoindre notre ami supporter dunkerquois pour parler plus en détail de l'équipe et aborder un peu sa manière de jouer et ce qu'on peut attendre de ce match. Et donc, comme promis, maintenant, un entretien avec Mario et Vento, tous les deux administrateurs du compte Les Échos de Tribu sur Twitter.
Donc pour commencer, simplement, est-ce que vous pouvez présenter un peu ce que vous faites sur Twitter et peut-être sur les autres réseaux et le but de votre page, enfin vous présenter quoi, tout simplement. Ouais, carrément. Donc nous, les Échos, on entame notre 3e saison là, en présence sur Facebook et sur Twitter. Donc en fait, à la base, en tant que supporter, on échangeait pas mal entre amis sur le club. On sortait des analyses épicées, on rigolait bien et on s'est dit que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Sachant qu'en plus de ça, à l'époque, on était un petit club, rien à voir avec la machine de guerre actuelle qui est prête à marcher sur l'Europe. Et du coup, du contenu sur l'USLT, il y en avait vraiment très peu. Et quand il y en avait, en plus de ça, la communication officielle du club, elle était limitée. Donc bon, tu te retrouves avec les miettes. Donc nous, on s'est dit que l'idée, c'était de ramasser ces miettes et d'en faire un bon gratin de miettes. Et de là, on a sorti deux grosses tendances sur les Échos. Donc d'un côté, on a vraiment l'information pure, donc les stats, les analyses, présentation d'adversaires, ce genre de choses. Et d'un autre côté, les bêtises pures, donc montage photo, vidéo, petit texte, voilà. Et le tout dans un esprit libre, corrosif, second degré le plus souvent possible. Et ça permet également de valoriser l'image du club et donc de la ville qui n'a pas toujours bonne presse, même si ça s'améliore beaucoup ces dernières années. Et donc voilà, et puis en développant les échanges, les débats sur le club, ça permet de remettre un peu le bistrot au cœur du village, comme on dit. D'accord, si des supporters valenciennois se passionnent pour la Ligue 2 en général, n'hésitez pas à aller leur lâcher un like ou un follow sur leur page. Et donc du coup, Maxence, toi tu voulais aborder plus l'actualité, notamment les cas de Covid au sein de l'effectif de Dunkerque. Ouais, parce qu'aujourd'hui on a appris que quand même pas mal de joueurs ont été positifs au Covid, ce qui avait déjà empêché de démarrer pour Ajaccio. Mais là, c'est encore pire puisque Dimitri Boudot, Guillaume Bosca, Malik Chokunte, Thibaut Viala, Randy Gotny, Aliounba, Loïc Kwekba ne sont pas là pour le match face à Valenciennes. Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à Dunkerque? Ce sont des titulaires, des joueurs importants, c'est... Sur les 7 que tu viens de dire, en gros, il y en a 5 qui étaient dans l'équipe alignés dans les 2 premiers matchs. Donc, oui, c'est des joueurs importants. Et Bas devait rentrer parce qu'il s'était pris un rouge en amical, donc il ne pouvait pas jouer les 2 premiers matchs, mais il devait rentrer dans le 11 type. Donc, 6 sur les 7 qui étaient titulaires. Donc, voilà. Problématique. Une bonne petite nouvelle. Et comme on disait en avant-match, ce sera peut-être l'occasion de revoir le petit prince Joris Romil qui serait peut-être aligné en pointe à Dunkerque. Ça va être le match de sa vie à Dunkerque. Il faudra qu'il saisisse sa chance, car il sera probablement aligné devant ou sur une aile par le coach Mercadal. Donc si il a envie de s'imposer à Dunkerque, c'est maintenant ou jamais. Là, tous les mecs qui ont une licence sont susceptibles d'être titularisés en même temps. Squarneck y compris, quand même. Mais justement, vous parliez de Mercadal. Nous, en travaillant un peu l'avant-match, on a vu que c'était un entraîneur qui était déjà passé par Dunkerque et qui avait eu plutôt des bons résultats, mais qui, sur ces dernières années, a eu des résultats plus décevants. Qu'est-ce que vous avez pensé de son retour? Est-ce que c'était une bonne nouvelle ou pas? Et est-ce que vous sentez une empreinte de Fabien Mercadal sur votre équipe? Alors oui, on a bien accueilli la nouvelle, même si elle était, on l'avait pas vu venir dans un premier temps parce que on avait un coach qui nous a fait monter de national en Ligue 2, donc dans ces cas-là, on pense plutôt qu'on va lui laisser continuer l'aventure. En l'occurrence, pas du tout. mais quitte à changer d'entraîneur, on était content que ce soit un coach qui avait positivement marqué l'histoire du club, qui reviennent, et surtout avec des valeurs dans lesquelles on se reconnaît. En l'occurrence, quand le club il est monté de CFA national, on s'est rarement fait chier au stade, et surtout on a toujours vu des joueurs qui posaient de matos sur le terrain, quoi. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Mercadal. Alors c'est vrai qu'il a eu après son départ de Dunkerque, la suite de sa carrière, ça a été fait un peu de haut et de bas, mais bon, il a quand même, à Tours, il est arrivé dans un club particulier, avec une direction particulière. Derrière, à Paris FC, il fait vraiment des belles choses. Ça lui permet d'arriver à Caen,
à Caen où il a dû passer une moitié de saison avec Courbis. Donc, rien que pour ça, il mérite une médaille. Et puis voilà, après bon, ça dépend vraiment de l'organisation de chaque club, de la présidence, de ce qui était prévu avec au niveau des recrutements, voilà, ce genre de choses. En tout cas, à Dunkerque, il s'entend extrêmement bien avec la direction. Il le dit, il le répète très souvent, que c'est une ville dans laquelle il se sent bien. On le confirme quand on le croise aux terrasses de bistrot, il a l'air vraiment de s'y sentir bien. Donc, grosse préparation de match. Grosse préparation de match. Donc, ouais, voilà. Bah, on a un peu l'impression que c'est un copain qui entraîne le club et on peut vraiment le mettre en opposition avec le coach de l'année dernière, par exemple. Qu'on remercie, parce que bon, le mec qui nous fait quand même monter en Ligue 2, c'est quand même magnifique. Mais voilà, il manquait ce petit côté piquant, passionné au bord du terrain que là on va retrouver, qu'on retrouve avec Mercadal. Et du coup, Dunkerque, c'est une équipe, comme tu disais, bon, vous vous êtes chié à regarder les matchs les années précédentes, mais genre, en national, vous avez fait quand même quelques années. Et c'est l'année dernière du coup que vous êtes monté. Et qu'est-ce qui a fait justement que vous êtes monté en Ligue 2 ? L'effectif a beaucoup bougé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on remercie le Covid déjà pour avoir niqué Boulogne-sur-Mer. Cadeau. Bon, après, il y a plusieurs aspects. C'est la saison juste avant, on sort d'une saison galère où on se maintient à l'arrache. À Chambly l'avant-dernier match. Donc là, ça a quand même serré le groupe autour justement de cette mission maintien. On est quasiment parti avec le même groupe. Et là, on commence avec 5 victoires en 5 matchs. Donc 15 points, ça met le groupe bien. En mode, on a la confiance, on a tout ça. Et donc ça a vraiment lancé la saison de cette façon-là. On a réussi à bien négocier pour une fois les matchs décisifs où soit tu restes dans le wagon de tête, soit tu t'effondres. Et donc voilà, ça a été la grosse confiance qui a permis au groupe de durer sur toute la saison. Et donc de finir deuxième, et encore parce qu'on se fait voler au dernier match joué l'année dernière, sinon on finissait premier. Et donc nous voilà en Ligue 2. Et il faut pas oublier surtout l'arrivée de Joris Romil en janvier qui a évidemment changé le cours de la saison. Ah ouais, tous les attaquants ils flippaient, donc ils ont donné le double pour être titulaire. En même temps, quand on a vu que Joris Romil arrivait en début de saison, en début d'année 2020 au club, on aurait dû se douter que le reste de l'année serait compliqué. Bah, pas tant que ça, parce que quand on regarde, vous avez fait un très bon début de saison en Ligue 2 en prenant 3 points à Toulouse. Bon, c'est Toulouse, quoi, mais quand même. Et puis en tenant en échec clairement un partout chez vous. Ouais. Voilà, j'avais préparé une question, quelles sont vos forces et vos faiblesses, mais maintenant qu'on a la moitié de l'effectif qui est à infirmerie, c'est compliqué, mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre style de jeu, à quoi on peut s'attendre malgré qu'il y aurait la moitié de l'équipe qui serait renouvelée? Bah, le gros point fort de cette équipe, c'est la solidarité, c'est l'état d'esprit. Alors ça peut paraître un peu cliché, mais c'est une équipe vraiment homogène, très très complète, je trouve également, et qui s'appuie sur une grosse présence défensive, une grosse puissance défensive. J'étais très content de pouvoir enfin voir Bas titularisé ce week-end. Bon, il faudra attendre encore quelques journées pour le voir, mais voilà, je pense que c'est pas une équipe qui va se démarquer par des grosses individualités. Je pense pas qu'on va avoir des joueurs particulièrement qui vont exploser en solo. Par contre, c'est vraiment sur la force collective qu'on va se maintenir très rapidement. Merci encore une fois Mario Evanto pour toutes ces réponses. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à aller les suivre, les échos de tribu sur tous les réseaux. Et puis quant à nous, on se retrouvera demain pour le pronostic. Oui. Le prono. Ah, le pronostic, le prono. J'ai oublié le prono. Alors, dire qu'on est super confiant pour ce match. Bah moi, je vais viser le 0-0 des familles, comme ça, on sera content. Ah, moi, j'ai qu'un mot à dire pour ce match. Catenaccio.
Bah, écoutez, sans vouloir vous vexer, j'espère quand même qu'on va gagner contre la moitié de votre équipe, mais bon, c'est Valenciennes, on peut toujours s'attendre à tout. En tout cas, comme je le disais avant d'avoir oublié, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux, et puis nous on se retrouve demain pour le débrief en direct de ce match. Salut à tous.